Oui. Alors, bonjour à toutes les citoyennes et tous les citoyens qui regardent en différé le déroulement de la séance extraordinaire. Le tout en cohérence avec les mesures de prévention de la propagation de la COVID-19. En effet, le 15 mars dernier, le gouvernement du Québec a autorisé les municipalités à siéger à huis clos et permet aux membres de prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Je me présente, Juliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, et à mes côtés virtuels, bien entendu, alors Madame Mary Desrosses, conseillère pour le district de Parc-Extension. Madame Desrosses, bonjour. Bonjour et bon après-midi à tous. Merci. Madame Rosanie Filato, conseillère pour le district de Villeray. Bonjour. Bonjour, Madame Filato. Monsieur Sylvain Ouellette, conseiller pour le district de François-Perrot. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Josué Corville, conseiller pour le district de Saint-Michel. Bonjour à tous et bon après-midi. Et aussi avec nous de façon virtuelle, les membres de la direction. Alors, Madame Nathalie Vaillancourt. Merci, Madame la mairesse. Les élus, bonjour. Mon nom est Nathalie Vaillancourt. Alors, je vais laisser le soin au directeur de se présenter. Bonjour, Annette Dupré, directrice des services administratifs et du greffe. Bonjour, Elsa Marceau, direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Bonjour, Jocelyn Jobidon, directeur à la direction du développement du territoire. Bonjour, Marco Saint-Pierre, directeur des travaux publics. Bonjour, Lynne Deslauriers, secrétaire d'arrondissement. Également avec nous, Diane Mongeau, secrétaire recherchiste. Merci. Donc, Madame la greffière, vous pouvez constater que nous avons quorum puisqu'il y a 3 élus nécessaires pour atteindre le quorum. Absolument. Alors, en ce début de conseil, en ma qualité de mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, je souhaite reconnaître que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples ainsi que du traité de la Grande Paix. Nous remercions la nation Kanien'kehá:ka de son hospitalité en territoire non cédé. Nous voici encore réunis dans le cadre d'un conseil d'arrondissement extraordinaire. Comme vous le savez, un conseil d'arrondissement extraordinaire vise à adopter des résolutions urgentes en 2 séances ordinaires, ce qui explique pourquoi il y a peu de dossiers à l'ordre du jour. Donc, nous avons un projet dont il me fait vraiment beaucoup de plaisir à annoncer. Donc, l'approbation d'un acte par lequel la Ville de Montréal acquiert à des fins de parc le terrain vacant situé au coin de la rue Guinois et de la 12e avenue dans le district de François-Perrot. À l'initiative des membres du conseil, un nouveau parc local y sera aménagé par nos familles, pour nos familles. Je crois que nous pouvons tous et toutes nous réjouir de cette nouvelle, d'autant plus que ce secteur de François-Perrot compte très peu d'espaces verts publics à distance de marche. C'est donc une occasion unique que nous saisissons pour que nos citoyens et citoyennes aient un plus grand accès à des espaces verts et à des lieux de rencontre conviviales et où il fait bon se rafraîchir durant nos chaudes journées d'été. Donc, restez à l'affût, car vous serez inévitablement invités à nous partager vos suggestions pour ce futur aménagement. Alors, je ne vais pas m'étirer donc plus. Nous vous rappelons que le 5 octobre prochain, pour la séance ordinaire du Conseil, nous serons donc encore en diffusion web. Alors, d'ici là, en espérant vous voir tous et toutes le 5 octobre prochain. Bon conseil extraordinaire. Je propose, appuyé par Mme Filato, l'adoption du jour modifié, donc que le point 30.01 qui est à l'ordre du jour soit retiré. Avec ceci, nous sommes conformes, Madame la greffière? Oui, tout à fait, merci. Très bien. Alors maintenant, nous sommes rendus à la période de questions des citoyennes et citoyennes. Alors, Madame la greffière, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement, s'il vous plaît?
Certainement. Alors, pour cette séance extraordinaire, les citoyennes et les citoyens pouvaient transmettre leurs questions à compter du mardi 22 septembre à midi jusqu'au mercredi 23 septembre à midi. Alors, nous vous rappelons également que seulement 3 questions par sujet sont acceptées. Alors, nous pouvons débuter avec la première question. Donc, oui, très bien. Parfait. Il s'agit d'une question de M. Victor Poudlet qui concerne l'affichage et la nature des travaux. Alors, avec l'arrivée du printemps, une espèce envahissante prolifère dans l'arrondissement, les panneaux orange d'interdiction temporaire de stationnement. Ces panneaux sont utilisés par les entrepreneurs privés, les services publics et la ville pour empêcher les résidents de se stationner en prévision de travaux. Bien que justifiée, cette signalisation entraîne souvent une grande frustration, car les résidents ne sont pas avertis d'avance alors que les permis ont sûrement été émis plusieurs semaines au préalable. Les panneaux traînent dans la rue plusieurs jours alors que les travaux semblent terminés. Ces panneaux sont généralement mal disposés sur la voie publique. Le responsable entrepreneur ni la nature des travaux n'est indiquée sur le panneau, que ce soit la ville ou le privé. Alors, serait-il possible d'exiger des services de la ville et des entrepreneurs un affichage obligatoire sur au moins un des panneaux détaillant la nature des travaux et la période visée? Merci, Madame la greffière. Alors, merci, Monsieur Poudlet, pour votre question. Votre suggestion est intéressante. Toutefois, cela est beaucoup plus compliqué que ça n'a l'air. Alors, je vais laisser le soin à Monsieur Jobidon de vous expliquer pourquoi. Monsieur Jobidon? Oui, en fait, effectivement, c'est une excellente suggestion. Toutefois, c'est sûr qu'au niveau du domaine public, il y a plusieurs interventions qui sont faites par plusieurs compagnies. Donc, je pense à Hydro-Québec, Bell Canada, il y a la Commission des services électriques de Montréal, il y a les services municipaux, il y a Énergir, et pour ne nommer que ceux-là, et là, c'est sûr qu'il y a le ministère des Transports. Donc, on est plusieurs intervenants, plusieurs acteurs à faire des travaux. Il y a également des travaux qui sont faits sur le domaine public et qui nécessitent également des travaux sur le domaine privé. Je pense à tous les branchements d'aqueduc qui sont faits par des entreprises plombiers. Donc, c'est sûr que ça impliquerait quand même beaucoup de coordination de la part de l'arrondissement pour demander à toutes ces entreprises-là de mettre un panneau indiquant la nature des travaux avec des dates. Vous savez, avec la météo qui fluctue et avec des fois la coordination de plusieurs chantiers, ça pourrait devenir complexe et l'objectif, c'est qu'à partir du moment qu'on implante une nouvelle façon de faire, c'est de bien le faire et de s'assurer d'une certaine cohérence pour l'ensemble des intervenants. C'est sûr que pour l'instant, je pense que l'idée, la suggestion est intéressante, mais ça mérite quand même un peu plus d'analyse de notre part. Merci, M. Jobidon. Passons à la prochaine question. Alors, il s'agit d'une question de M. Pierre Boivin concernant le règlement 01-283-108. Alors, je tenais tout d'abord à remercier au sein des propriétaires occupants de l'arrondissement, Mme Fumagalli et Filato, pour la rencontre du 3 septembre au sujet du projet de règlement 01-283-108. Au sujet de ce projet, nous aimerions avoir plus de détails sur les prochaines étapes, car plusieurs personnes sont dans l'attente de la finalisation pour continuer ou entreprendre des travaux. Voici donc, entre autres, les questions. Comment et sous quelle forme allez-vous faire le suivi aux citoyens? Comment sera partagé le recueil de la consultation publique écrite? Y aura-t-il une prise de position du Conseil lors de la prochaine séance du Conseil d'arrondissement du 5 octobre? Merci, Mme Deslauriers. Alors, merci, M. Boivin. Sachez que nous aussi, ça nous a fait grandement plaisir de vous rencontrer le 3 septembre dernier. Vous savez, les élus, nous apprécions ces moments d'échange avec les citoyens et les citoyennes sur les enjeux de l'arrondissement et de son développement. Par ailleurs, vous savez, les consultations citoyennes sont un bon moment pour nous de prendre le pouls de la population. Et pour répondre spécifiquement à votre question, les décisions se prennent au conseil d'arrondissement. Ainsi, il y aura effectivement une prise de position au prochain conseil d'arrondissement, soit lundi le 5 octobre. En fait, la procédure va comme suit. Alors, il y a 3 lectures du projet du règlement. Une première qui a eu lieu au mois de mai, à la suite de laquelle nous avons tenu des consultations citoyennes
à laquelle vous avez participé. Et à ce stade-ci, les élus, nous sommes à prendre connaissance des analyses et des recommandations et des échanges. Et donc, il y a des échanges qui se poursuivent entre nous jusqu'au prochain conseil d'arrondissement en vue de l'adoption de la deuxième lecture. Et si tout va bien, nous pourrons adopter le nouveau règlement en novembre. Mais comme je vous dis, ça, c'est si tout va bien au niveau administratif. Donc, il y a énormément d'acteurs et de joueurs et nous faisons le tout pour pouvoir faire ça en 3 lectures, avec la 3e lecture étant au mois de novembre. Et toutefois, ben, selon la réaction au règlement, ben, il pourrait aussi avoir d'autres étapes qui s'ajoutent, étirant ainsi les délais. Notre souhait, évidemment, est de répondre le mieux possible aux opinions exprimées lors de la consultation et d'adopter un règlement qui, à défaut de faire consensus, pourrait rallier la majorité des citoyens et des citoyennes. Je ne sais pas si, M. Jobidon, vous voulez ajouter un élément de réponse supplémentaire à ce moment-ci? Non, Mme la mairesse, ça va. OK. Alors, nous allons passer à la prochaine question, Mme Deslauriers. Alors, la prochaine question nous vient de Mme Mélanie Gauthier concernant les espaces de stationnement. Alors, est-ce que la piste cyclable sur Villeray sera démantelée cet hiver? Si oui, quand? Est-il prévu qu'elle revienne au printemps? Si c'est le cas, il y aurait moyen d'optimiser les places de stationnement sur Villeray. Il y a actuellement plusieurs places perdues dues au marquage, notamment les rectangles pour délimiter les places font perdre de l'espace, mais également des pertes d'opportunités à des endroits où il aurait pu y avoir des places, mais des barres au sol s'y retrouvent. Merci, Mme Gauthier. La piste, plusieurs questions. Alors, la piste cyclable sur Villeray sera effectivement enlevée cet hiver, comme prévu. Il s'agissait d'une voie active sécuritaire aménagée pendant la pandémie. Reviendra-t-elle au printemps? Mais c'est difficile en ce moment-ci de statuer sur les VAS. Toutefois, l'arrondissement avait déjà annoncé son intention d'aménager une piste cyclable sur Villeray d'est en ouest. Alors, j'entends bien vos commentaires en vue d'optimiser les places de stationnement et nous prenons bonne note. Par ailleurs, nous allons profiter de l'hiver pour déterminer avec notre super équipe de projet comment la voie cyclable sur Villeray pourrait être optimisée. Donc, restez à l'affût. Alors, nous passons à la prochaine question qui nous provient de M. Jean Laurier concernant les fleurs devant les résidences. Alors, au nord de Bélanger, les résidents bénéficient de parterres de fleurs devant leur maison. Pourquoi pas nous? Merci, M. Laurier, de votre question. Là, je suis un peu surprise d'entendre que vous n'avez pas de fleurs devant votre maison. Je n'arrive pas à saisir si vous parlez de carrés que nous avons déminéralisés. En tout cas, peut-être, je vous invite à communiquer avec nous et je vais aussi demander que M. Saint-Pierre vous réponde à ce moment-ci parce que je ne saisis pas exactement parce qu'on offre des fleurs, on plante des arbres, on déminéralise, on fait énormément de choses. Donc, je vais laisser le soin à M. Saint-Pierre de répondre. Alors, oui, bien merci. Alors, M. Laurier, à la lueur de la question que vous avez posée, moi aussi, j'avais des questionnements. Il faut savoir qu'à l'arrondissement, dans le secteur où vous habitez, il y a des trottoirs qui sont très élargis et il y a des très grands carrés d'arbres. Et normalement, on encourage fortement les citoyens de l'arrondissement à prendre possession pour fleurir ces carrés d'arbres-là. Je ne sais pas si c'est précisément l'espace que vous discutez ou que vous aviez en tête. Ce que je propose, c'est qu'un membre de l'équipe de la division des parcs communique avec vous. Nous avons vos coordonnées pour pouvoir préciser un peu et nous donner des adresses, des exemples. Mais sinon, j'imagine que ce sont en lien avec les aménagements qui sont faits par les citoyens et que nous, on encourage fortement pour l'embellissement. Alors, nous allons communiquer avec vous. Merci, M. Saint-Pierre. Et effectivement, comme on l'a dit souvent, comme on demande aux gens d'adopter un arbre, on demande aussi aux gens d'adopter leurs carrés déminéralisés qui sont devant chez soi. On le voit sur plusieurs rues, à plusieurs endroits et vraiment, les citoyens font des aménagements qui sont vraiment enviables
Et peut-être c'est cela dont vous nous faisiez mention. Alors, on va procéder à la prochaine question, Madame la greffière. Certainement. Alors, il s'agit d'une question de M. Gabriel Galland-Robert qui concerne l'apaisement de la circulation. Alors, j'habite sur la rue de Relais entre Jean Talon et de Castelnau. En 2017, des ralentisseurs d'eau d'âne ont été posés sans consultation, causant plus de nuisances qu'autre chose. En effet, les enjeux de vitesse et flot de véhicules demeurent et nous subissons maintenant le bruit des véhicules qui tapent la bosse. La Ville peut-elle retirer ces éléments et envisager d'autres options plus silencieuses et qui ont prouvé des résultats comme dans Rosemont et sur le plateau, volard, peinture, mobilier, inversé sens de la rue? Comment l'arrondissement a-t-il pu procéder sans pétition citoyenne préalable et en contravention aux guides de normes et procédures pour l'implantation de ralentisseurs? Merci. Alors, merci, M. Galland-Robert, de votre question. Je vous dirais un peu que votre question, c'est un peu comme de la musique à mes oreilles. Effectivement, comme vous, je ne pense pas que les dos d'âne soient forcément la réponse à tous les problèmes pour pouvoir apaiser la circulation. C'est un moyen parmi tant d'autres qui sont utilisés pour apaiser la circulation, mais ce n'est pas la seule option que nous avons face à nous. Et évidemment, depuis plusieurs années, nos équipes expérimentent avec d'autres solutions pour sécuriser et apaiser la circulation sur notre territoire. Donc, peut-on les retirer? Ça faisait partie de votre question. C'est une très bonne question, en fait. On va en parler avec nos équipes. Sachez que lorsque il y a des mesures telles que les dos d'âne qui sont posées, il y a eu des études par nos services pour pouvoir justement justifier la mesure. Et sachez qu'en ce moment-ci, nous sommes aussi en voie de réfléchir à un plan d'apaisement de la circulation beaucoup plus global pour l'arrondissement complet, donc avoir une vision pour ne pas avoir à répondre à chacune des demandes de façon individuelle, mais voir que tout est interrelié. Alors, enfin, quant à votre question, à savoir comment avons-nous pu procéder sans pétition citoyenne et en contravention avec vos normes, eh bien, je suis quand même étonnée de voir ça, comme je vous dis, parce que normalement, il y a des études, mais je vais passer la parole à notre directeur du développement du territoire qui pourra vous expliquer les démarches. Donc, M. Jobidon. Oui, alors bonjour monsieur. C'est la première fois en fait que j'entends que des citoyens sont mécontents d'avoir un dos d'âne en face de chez eux. Je vous dirais qu'en réalité, dans le secteur Villeray, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis, entre Jean Talon et Jarry, c'est à peu près là, des secteurs, là, je pense à Drolet et Henri-Julien, qui n'avaient pas été apaisés à l'aide de dos d'âne. C'est des demandes citoyennes qu'on a reçues, en fait, probablement en 2016, et c'est pour cette raison-là que les dos d'âne ont été construits par la suite. Je me vois assez surpris de votre demande, puisque c'est la première fois qu'on a une requête de cette nature-là de la part des citoyens. En général, on a beaucoup de citoyens qui nous demandent d'avoir des dos d'âne, et il y a quand même une liste d'attente assez importante. Comme l'expliquait Madame la mairesse, c'est sûr que l'arrondissement, on devrait se doter d'une nouvelle façon d'analyser en fait les mesures d'apaisement de la circulation et l'analyse va se faire de façon plus globale, donc avec un secteur donné pour intégrer davantage des mesures sur l'ensemble du secteur pour justement éviter qu'en implantant une mesure dans une rue, bien, qu'on ait des impacts négatifs sur la rue voisine. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, notre méthodologie en termes d'analyse de la circulation va être différente et on va regarder les quartiers de façon beaucoup plus globale. Merci pour les précisions, M. Jobidon, qui étaient très, très importantes. Donc, on va procéder à la lecture de la prochaine question. Oui, certainement. Alors, c'est une question de M. Joseph Elilou qui concerne le règlement 01-28-308. Alors, jusqu'à maintenant, le projet de règlement anti-conversion a coûté à ma famille 1 200 $ vu que nous avions évincé, dédommagé les locataires en décembre sans connaissance de la surprise que la Ville nous réservait.
Là, nous avons un appartement vide en attente d'une lueur de bon sens de la part de l'arrondissement. Est-ce que l'arrondissement compte dédommager les familles qui sont dans une situation comme la nôtre, en train de perdre des milliers de dollars, tandis que l'arrondissement tourne en rond autour d'un règlement qui crée plus de problèmes qu'il en résout? Bonjour, Monsieur El-Helou. Je suis désolée d'apprendre au fait que vous avez eu à évincer une famille de votre logement. Il aurait peut-être été plus prudent d'obtenir un permis avant de procéder à cette éviction. Je suis consciente que certains propriétaires attendent la suite par rapport à ce projet de règlement. Toutefois, nous devons suivre les étapes, comme je l'ai expliqué tantôt. Tel que mentionné, donc, notre souhait est d'adopter un règlement qui, à défaut de faire consensus, pourrait rallier la majorité des citoyens et des citoyennes. Par ailleurs, concernant votre logement, peut-être pourriez-vous le relouer rapidement. Cette crise de logement, elle est bien réelle et plusieurs ménages cherchent à se loger en ce moment-ci. Alors, Madame Delaurier. Oui, alors nous poursuivons avec M. Jonathan Deluca concernant les pistes cyclables. Alors, il dit « Je suis très heureux de constater que l'espace routier de l'arrondissement devient plus juste et équitable envers les utilisateurs non automobiles. Récemment, le maire de Rosemont-Petite-Patrie a déclaré que la piste cyclable Christophe-Colomb serait démantelée car il s'agissait d'une mesure COVID temporaire. Avec la popularité de cette piste cyclable, elle est devenue une route importante pour les cyclistes et résidents du quartier. Alors, première question, quel est le plan pour notre arrondissement? Allez-vous la rendre permanente? Deuxième question, où pourrons-nous, comme citoyens, nous procurer les données sur l'utilisation des pistes cyclables, considérant que la Ville de Montréal est une ville dite open data? Merci. Alors, merci, M. Deluca, pour la question. Je suis heureuse que vous aimiez les pistes cyclables de notre arrondissement et notamment celle de Christophe-Colomb. Vous avez raison de dire qu'il s'agit d'une voie active et sécuritaire et que celles-ci sont temporaires. Reviendront-elles ou non? La question. Elle est ouverte. Pour ma part, j'en serais vraiment en faveur d'une pérennisation. Nous avons fait de la mobilité active et sécuritaire une priorité dans notre arrondissement et je crois que cela passe nécessairement par l'ajout de voies cyclables connectées et sécuritaires, telles que celle sur Christophe-Colomb. Est-ce qu'elle devrait rester telle qu'elle? Je ne peux pas me prononcer à ce moment-ci, mais comptez pour moi pour la défendre. Et la défendre et même de la pertinence même de cette voie-là. Et pour ce qui est de l'accès aux données, il faudrait que je me renseigne. Je ne sais pas s'il y a un autre membre du conseil, si c'est où on peut... Oui, Madame la mairesse. Oui. Alors, M. Ouellet, j'imagine que c'est avec M. Croteau, mais je vous laisse répondre. Oui, bien en fait, il faut savoir que l'ensemble des voies actives et sécuritaires ont été mesurés cet été. Donc, il y avait des compteurs, évidemment pas partout. Il y en avait quand même à plusieurs endroits. Et l'ensemble des données va être rendu public probablement dans les prochaines semaines, à la fois sur le portail de données ouvertes, mais il faut savoir aussi qu'étant donné qu'on est en mesure d'urgence, il va y avoir aussi une reddition de compte officielle aussi des dépenses. Ça sera peut-être dans un deuxième temps, ça va peut-être être un peu plus long à calculer, mais dans un premier temps, il va y avoir au niveau de l'achalandage. J'ai cru comprendre que c'était extrêmement positif, à la fois pour Villeray, à la fois pour Christophe-Colomb dans l'arrondissement. Et pour savoir si Christophe-Colomb va revenir, deux éléments. Premièrement, il y a le réseau Express Vélo sur Saint-Denis, qui est quand même pas si loin que ça, dans le même axe nord-sud, est en chantier présentement. Il va être pleinement opérationnel dès cet hiver, dès en fait les prochaines semaines. Et sinon, il faut savoir que si on veut rendre de façon permanente l'axe Christophe-Colomb, comme on l'a connu cet été, tel qu'il est d'ailleurs identifié dans le plan de transport, l'axe Christophe-Colomb est quand même identifié comme un axe potentiel. Il faudra améliorer la conception. Il y avait quand même certaines déficiences. Vous l'avez vu, le long du parc Villeray, l'asphalte, la chaussée de Christophe-Colomb est extrêmement désuète. Donc oui, je pense qu'avec les chiffres, ça va devenir à terme un nouvel axe, mais il va falloir justement mieux améliorer la conception. Il y aura des investissements aussi beaucoup plus significatifs que ce qu'il y a eu cet été
en mode d'urgence. Merci, M. Ouellet, de ces compléments d'information. Nous passons donc à la prochaine question. Oui, alors une question de Xavier Fuentes concernant l'apaisement de la circulation. Alors, serait-il possible d'accroître les mesures pour faire respecter la limite de vitesse sur la rue Kerb, telles que l'installation des radars? Des mesures ont été prises par l'arrondissement, notamment l'aménagement et le rappel de la limite de vitesse, mais malgré cela, les autos et surtout les camions roulent au-delà de la vitesse maximale. Alors, merci, Mme Fuentes. Vraiment, ça me désole que l'enjeu de l'apaisement de la circulation sur la rue Kerb soit encore, malgré tous les efforts consentis par nos équipes, un enjeu. J'espère vraiment sincèrement que nous arriverons à trouver des solutions rapidement. Je pose la question notamment des radars à M. Jobidon. Je ne sais pas si vous pouvez nous ajouter des informations et ensuite, Mme Desrosses. Oui, ben en fait, c'est une bonne suggestion. Ce qu'on va faire, en fait, les radars ne sont pas de la responsabilité de l'arrondissement. Alors, on va communiquer l'information avec nos équipes, en fait, du service de police de la Ville de Montréal. On va voir avec eux s'il n'y a pas une opportunité à court terme d'installer un radar sur la rue Kerb. Merci, M. Jobidon. Et Mme Desrosses? Merci, Mme Fumagalli. Alors, Mme Fuentes, merci beaucoup de nous avoir écrit avec votre question très importante. Vous n'êtes pas la première personne qui souligne cet point dangereux avec la vitesse que les camions utilisent la rue Kerb pour se rendre à destination, ni les voitures qui roulent comme une autoroute. La police est au courant. Chaque fois que nous recevons un rappel de cette problématique, la police est mise au courant. Alors, sachez qu'avec toute la construction qui se fait autour de Hydro-Québec sur Beaumont, Delépée, Jean Talon et l'Acadie, Beaumont, Jean Talon, c'est une problématique. Les gens sont frustrés. J'espère que dans les prochaines semaines, la construction sera finie, donc les voitures vont rouler plus sécuritaires, mais nous travaillons très fort avec la police pour assurer que les règlements de vitesse soient respectés. Alors, merci encore une fois pour soulever ces points importants. On va continuer nos démarches pour suivre les gens qui ne respectent pas les règlements de vitesse sur notre territoire. Merci. Merci, Mme Desrosses. Nous allons passer donc à la prochaine question. Oui, alors il s'agit d'une question de Mme Sonia Henson. C'est une question qui nous a été posée en anglais concernant l'acquisition d'immeubles Silverstone et divers sujets. Alors, je vous la lis en français. Donc, que se passe-t-il avec le poste de quartier 33? Pouvons-nous le garder fermé et utiliser l'argent pour autre chose? Est-ce que les conseillers du comité exécutif, M. Ouellet et Mme Filato, voteront pour l'acquisition de l'immeuble Silverstone sur l'Acadie pour le logement social? Quel est le plan de l'arrondissement pour loger et servir les personnes sans logement ou en situation d'insécurité autour du parc cet hiver, autour du métroparc, pardon? Quand pouvons-nous attendre à plus de masques réutilisables gratuits de la Ville? Merci, Mme Deslauriers. Bon, je vais faire la lecture de la question en anglais, vu qu'elle nous a été soumise en anglais, si vous me permettez. Il y a aussi plusieurs questions. En tout cas, normalement, la règle est 2 questions par citoyen ou citoyenne. Alors, what's happening with Station 33? Can we keep it closed and use the money for something else? 2, will the councillors on the executive committee, Ouellet and Filato, vote to acquire the Silverstone building on Acadie for social housing? What is the borough's plan to house and serve the people without homes or who are house insecure around Park Metro this winter? When can we expect more free reusable masks for the city? Je tiens quand même à répéter pour le bénéfice de tous que ce sont 2 questions par citoyen ou citoyenne. Donc, pour ce qui est, je vais donc répondre et je vais laisser le soin à mes collègues aussi de répondre par la suite. Pour ce qui est des masques,
Sachez que nous en avons fait la demande à la Ville-Centre et donc nous sommes en attente de cette demande-là. Nous ne savons pas donc si nous allons en avoir, mais on va vous tenir au courant. Et sachez encore, il faut quand même se réjouir de l'acquisition du Plaza Hutchison. Ce sont de bonnes nouvelles et c'est vraiment un bel aboutissement d'efforts tant au niveau des élus, au niveau de l'arrondissement, de la Ville-Centre, de tout le mouvement communautaire et des citoyens de Parc Extension et de tous nos fonctionnaires. C'était vraiment un beau travail qui a fait en sorte qu'on a pu acquérir cet édifice emblématique du Plaza Hutchison. Donc, sachez, vous le savez déjà, toutes les occasions pour faire du logement social sont saisies par cette administration. Je ne sais pas si mes collègues veulent répondre, Mme Filato, M. Ouellet, vu que les questions étaient dirigées directement à vous. Merci, Mme la mairesse. Je pourrais répondre pour le volet du PDQ 33, si vous voulez, et ensuite je laisserai à mon collègue Ouellet le soin de répondre pour les autres éléments. En fait, par rapport au PDQ 33, c'est quand même important de savoir que le PDQ, bien qu'on ne loue plus les locaux où était situé le PDQ 33 antérieurement, le PDQ en soi n'est pas fermé. Donc, nos agents et nos agentes ont été relocalisés au Centre opérationnel Nord pour le moment. Donc, ils sont toujours sur le terrain, ils continuent à patrouiller. Ceci étant dit, je comprends que vous avez une préoccupation par rapport au coût de location. C'est certain qu'on veut toujours tenter de réduire les coûts autant à la Ville de Montréal que pour le service de police. Donc, on va continuer à travailler avec le SPVM et avec les élus locaux pour trouver une solution optimale pour reloger le PDQ 33. Et l'information va être communiquée aux citoyens et aux citoyennes, bien sûr, dès qu'on a l'information à transmettre. Merci, Mme la mairesse. Merci à vous, Mme Filato. Alors, je pense que Mme Deros avant moi. Je n'ai pas vu sa main levée, mais Mme Deros, est-ce que vous vouliez intervenir? Votre micro. Voilà. Vous m'entendez bien? Oui. Merci. Mrs. Hanson, thank you so much for writing in your preoccupations and your questions. Just want to let you know that with the Hutchison Plaza, the city has acquired now 3 buildings in Park Extension, and thanks to the press conference from the federal government this past week, we now have the necessary funds that were given to Quebec, and following that, they will be allotted also to the City of Montreal to actually develop the social housing in these 3 buildings. So we are definitely working on that. And concerning masks, I personally still have a few washable masks that I'm distributing. I will reach out to you via your email address, and I will see how I can get some to you for your personal needs. Thank you. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, M. Ouellet, ou nous pouvons procéder? En fait, simple élément, il faut savoir que l'habitation n'est pas autorisée sur tout le côté sud de la rue Beaumont. Donc, même si l'immeuble appartenait à la Ville de Montréal, ce qui n'est pas le cas, de toute façon, le zonage qui a été modifié il y a quelques années à peine ne permet pas l'habitation du côté sud de la rue Beaumont. Merci, M. Ouellet, mais à votre défense, je vais venir. Madame Hansen ne parlait pas de l'édifice où il y avait anciennement le poste 33, mais c'est pour ça que j'ai dit, là, Madame Hansen, elle a ouvert la porte, elle a posé 4 questions qui n'étaient pas nécessairement en lien les unes avec les autres. Désolé. Non, c'est correct. Et donc, ce que vous venez de dire est effectivement vrai par rapport au sud de Beaumont, mais elle parlait de l'édifice qui est sur Acadie. Sur l'Acadie, entre Bâle et Jarry, c'est une maison qui est en vente sur un double lot que le communautaire aimerait qu'on l'achète parce que c'est un bon, c'est situé bien au cœur de Parc-Ex sur l'Acadie où c'est un potentiel redéveloppement si la ville aimerait l'accueillir aussi.
mais comme on a mentionné, il y avait déjà de mémoire un droit de préemption. Et vous avez déjà posé 4 questions. Nous avons été très conciliantes. Donc, la prochaine question. Oui, alors il s'agit d'une question de Mme Sarah Butler concernant la piste cyclable Christophe Colomb. Alors, je vous écris pour vous dire que j'ai beaucoup aimé la piste cyclable Christophe Colomb cet été. Je l'ai utilisée souvent et j'ai vraiment apprécié. J'ai senti que c'était un parcours assez sûr. Je sais que le rêve est en construction, mais je pense néanmoins que la piste cyclable Christophe Colomb devrait continuer. Je suis très déçue de la perdre. Travaillerez-vous pour qu'elle reste en place? Merci, Mme Butler. Nous avons en partie répondu à votre question tantôt. J'apprécie énormément le fait que vous partagiez avec nous votre appréciation de cette piste cyclable et de lire qu'une autre citoyenne l'utilise aussi. Comme on l'a mentionné plus tôt, la piste qui est sur Christophe Colomb fait partie du projet des VAS, donc des voies actives et sécuritaires, et qui avait été prévue uniquement pour le printemps-été en temps de COVID. Donc, il va falloir vraiment qu'on suive ce dossier-là, mais c'est bien noté votre appréciation de cette piste. Nous procédons à la prochaine question. Certainement. Donc, une question de M. Jerry Gréco concernant du financement pour le logement. Alors, l'arrondissement prévoit-il monter une proposition pour un financement dans l'arrondissement de niveau fédéral pour le logement qui a été récemment annoncé ou de s'associer à une organisation locale pour le faire? Si oui, pouvez-vous préciser? Merci, M. Gréco, de la question. Comme vous le savez, le logement social et communautaire est un enjeu et qui me tient particulièrement à cœur. Et nous sommes réjouis, tout comme vous, de l'annonce que l'accord de principe entre Ottawa et Québec quant à l'application de la stratégie nationale sur le logement en sol québécois. Ceci étant dit, nous ne connaissons pas encore les détails de cet accord et nous allons attendre de voir comment seront distribués ces fonds. Évidemment, sachez que si nous devons déposer des propositions pour un financement dans notre arrondissement, nous sommes prêts. Mais comme tout le monde, nous suivons les développements du dossier. Merci. Nous allons procéder à la prochaine question. Alors, une question de M. Sacha Day concernant le logement abordable et les masques jetables. Donc, nous avons un besoin criant pour du logement abordable dans Parc Extension. Est-ce que les conseillers qui siègent sur le comité exécutif de la Ville, M. Ouellette et Mme Filato, s'engagent à voter pour faire l'acquisition du 7965 L'Acadie, un terrain qui pourrait accueillir 36 familles du quartier? Nous avons aussi un besoin pour des masques réutilisables, surtout pour les enfants. Quand l'arrondissement va recommencer à fournir des masques réutilisables et gratuits? Donc, merci, M. Dyke, de vos questions. Alors, je vais répondre à la question au niveau des masques. Nous avons quand même mentionné tantôt, plus tôt, que nous en avons fait la demande à la Ville-Centre, donc au CCMU, et nous sommes en attente d'une réponse. Madame Desrosses a aussi mentionné plus tôt qu'elle en avait, donc si jamais vous vouliez avoir, vous pouvez toujours vous adresser notamment à Madame Desrosses. Et je ne sais pas si M. Ouellette ou Mme Filato voulaient prendre la première partie de la question de M. Dyke. Comme vous voulez. Merci beaucoup pour la question, M. Dyke. Comme vous le savez, l'habitation est vraiment une priorité pour notre administration. Et on a déjà montré là, dans le parc extension l'acquisition de plusieurs immeubles, dont le très symbolique Hutchison Plaza tout récemment. Il faut savoir aussi que si vous avez déjà posé des questions à l'époque, je pense que Mme Desrosses, votre micro. Vous avez déjà posé des questions à l'époque, pourquoi il n'y avait pas un droit de préemption pour justement certains endroits dans le parc extension. Là, maintenant, ça a été fait. Donc, évidemment, ce n'est pas l'ensemble des immeubles, c'est ceux qui ont un bon potentiel qui ont été faits. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y aura une vente, on va nécessairement accoter l'offre d'achat. C'est vraiment le service de l'habitation en fonction de son budget et en fonction du potentiel de chacun des terrains qui va évaluer ça. Mais il faut savoir aussi que la lettre d'entente, on n'a pas vu les détails, mais la lettre d'entente qui a été signée entre le gouvernement du Québec et le fédéral va aussi enfin permettre là, de redonner de l'argent. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc, spécifiquement, je n'ai pas de réponse
au niveau de l'acquisition d'une adresse particulière, mais quand même des très bonnes nouvelles qui s'en viennent là, pour les acquisitions au niveau d'atteinte des objectifs de logements sociaux dans le parc extension. Madame la mairesse, en complément d'information, merci, M. Dyke, pour votre question. Alors, vous avez les réponses pour le 79-65 l'Acadie. Oui, c'est un excellent local avec le potentiel de développer pas mal des logements. Par contre, on a 3 bâtiments déjà, un sur Saint-Urbain, l'autre sur DLP Nord, l'ancien bâtiment de Bétonnel, puis maintenant le Hutchison Plaza. Espérons qu'avec cette entente que M. Ouellette vient de mentionner, nous serons capables de commencer avec le GRT les constructions et de finaliser les logements nécessaires pour loger ces nombreuses familles qui l'ont. Le seul commentaire que je vais faire sur ces 3 bâtiments, c'est quand ils seront construits et prêts à loger les familles, que ce soit les familles de Parc Extension qui attendent, puis de ne pas ouvrir les portes à l'ensemble de la ville de Montréal, puis d'accueillir les gens de l'extérieur parce que c'est les familles de Parc-Ex qui l'ont besoin. Par rapport aux masques, vous connaissez comment me contacter, me fera plaisir de vous fournir. Il me reste quelques-uns quand même. Alors, on peut se communiquer pour vous partager les quelques masques que vous aurez besoin. Merci. Merci, Madame Darros. Alors, je répète, comme je l'ai dit pour la question antérieure, toutes les demandes que nous recevons pour l'achat de terrain ou de bâtiments sont transmises à la Ville-Centre et nous suivons de près tous les dossiers. Je vous demande donc, Madame la greffière, de lire la prochaine question, s'il vous plaît. Oui, certainement. Alors, une question de Mme Julia Paul Miranda concernant l'immeuble Silverstone et le logement social. C'est une question qui a été posée également en anglais, donc j'en fais lecture en français. Alors, nous savons que les prix des logements continuent d'augmenter et que le chômage est très élevé. Quel est le plan de l'arrondissement pour loger et desservir les personnes sans logement ou en situation d'insécurité de logement cet hiver? Les conseillers Filato et Ouellette du comité exécutif voteront-ils pour l'acquisition de l'immeuble Silverstone au 79-65 Acadie pour le logement social? Merci, Madame la greffière. Alors, merci, Madame Paul Miranda. I'll read your question in English. We know that housing prices continue to rise and unemployment is very high. What is the borough's plan to house and serve our neighbors without homes or who are being housed or who are housing insecure this winter? Will Councillors Filato and Ouellette on the executive committee vote to acquire the Silverstone building at 7965 Acadie for social housing? I repeat what I have said previously, that every single possibility where we see either a lot or a building that is deemed a good opportunity to do social housing has been forwarded and is forwarded to the city center, who takes care of all the acquisitions. That being said, we have to also recognize what has been already bought. We are all very happy, and we are going to continue going forward with this file and following up on everything. Je ne sais pas si Madame Filato, Monsieur Ouellette voulait ajouter déjà à la réponse que vous aviez faite tantôt, Monsieur Ouellette. Je vais répondre, Madame la mairesse. En fait, je vais répondre en anglais puisque la question a été posée en anglais. So thank you for your question. As Mr. Ouellette said in a previous question, housing is definitely a priority for our administration, which is why we've acquired several properties in order to transform them in social housing and community projects. With that said, we don't have an answer specifically for this project. What we can do, however, is send the project to our colleagues at the city center who are responsible for the housing file and see what can be done. But as all the other members of the Borough Council said as well, it's also a priority in the borough, which is why we send projects like Plaza Hutchison
to the city center when they are projects that are interesting and can benefit the community with hopes that they can be purchased and transformed for the needs of the community. Thank you. Merci, Madame la mairesse. Merci à vous. Alors, pour le bénéfice de tous, je ne traduirai pas. Oui, Madame Desrosses. Just an extra point of information to Mrs. Miranda. Excellent question, and thank you for writing into us. I just want to again highlight the fact how important social housing is to our borough and to our to all the members of the that are elected in the borough. We've been working on social housing needs for many years now. It's not just now, but for many years. The only thing, the message that I want to pass out to, knowing that right now the agreement between the federal government and the provincial government have been signed, the nonprofit organizations that deal with social housing start preparing the plans, start getting active, because once the contracts are signed and the funds are received at the city, we need to be ready to start the construction as soon as possible to be able to offer affordable housing to our needy families. Thank you. Merci, Madame Desrosses. Alors, pour le bénéfice de tous, je ne vais pas traduire l'entièreté des propos tenus par Madame Desrosses et Madame Filato et moi-même. Sachez juste que tout le monde a confirmé son engagement et notre engagement collectif envers le logement social, et que tous les projets qui nous sont soumis sont envoyés, donc projets, ce que je veux dire par là, les lots ou les édifices sont envoyés à la Ville-Centre, et que nous travaillons vraiment très fort pour faire avancer ces dossiers-là. Madame la mairesse, est-ce que vous me permettez juste de traduire mon intervention en français? J'ai l'habitude de le faire lorsqu'on est en personne, mais je n'ai pas eu le réflexe en web diffusion. Je tiens à le faire. Merci. J'apprécie. Oui, allez-y. Oui, je me doutais que vous apprécierez. Merci. Donc, peut-être en complément d'informations à ce que mon collègue, M. Ouellet, a dit, ce que j'ai mentionné en anglais, c'est que une de nos priorités de notre administration, c'est vraiment la question de l'habitation. On a acheté plusieurs immeubles d'ailleurs pour les transformer en du logement social et abordable et ou communautaire. On le fait d'ailleurs pour la Plaza Hutchison. C'est une demande qui avait été faite de la part de la communauté et de l'arrondissement qu'on a remonté à la Ville-Centre. Pour le cas précis dont vous parlez, l'immeuble précis, on n'a pas de réponse concrète à ce stade-ci. L'engagement qu'on peut prendre, c'est encore une fois de transmettre l'information à nos collègues à la Ville-Centre pour vérifier, faire l'analyse si c'est une possibilité. Mais c'est certain que lorsqu'on est en mesure de le faire, lorsqu'on a la capacité de payer et lorsqu'on a les fonds justement qui proviennent du gouvernement fédéral et provincial à ce niveau-là et qu'on peut développer du logement social et communautaire, on tient à le faire. Donc, on va envoyer l'information et on vous reviendra avec l'information dès qu'on l'a. Merci. Merci, Madame Filato. Alors, Madame la greffière, je vais vous demander de lire, je pense bien, notre dernière question. Oui, effectivement. Exactement. Il s'agit de la dernière question qui provient de Mme Béatrice Calmel, qui concerne une plainte à l'Ombudsman pour des problèmes de circulation. Alors, vous trouverez en pièce jointe ma plainte à l'Ombudsman concernant les graves problèmes de circulation sur l'avenue Kierbe et entre Ogilvie et Beaumont. Dans le document, vous trouverez l'historique et la conclusion actuelle des diverses mesures prises. Alors, l'État, la vitesse n'est toujours pas respectée autant de jours que de nuit. La pause que de la moitié des bollards comparé à 2019 n'aide en rien. Les camions sont encore plus présents et leur vitesse de circulation est fort peu respectée autant de jours que de nuit. Les cyclistes dont le volume a augmenté exponentiellement avec la COVID n'ont toujours pas de pistes en site propre. Je suis épuisée de devoir depuis 2013 vous signifier qu'il y a de vraies personnes qui vivent quotidiennement avec ces dangers. Ma question, je vous demande de prendre urgemment des moyens concrets, efficaces et durables. Merci, Madame Calmel, de votre question. Alors, sachez que j'ai pris connaissance de toutes les correspondances que vous nous avez envoyées à moi personnellement.
je vais demander tantôt à la directrice d'arrondissement pour un complément d'information. Aussi, sachez que nous avons vraiment pris des moyens. On a réduit la vitesse de 30 à 50 km à l'heure. On a ajouté des balises sur la ligne axiale pour rappeler la vitesse. À court terme, on va demander au SPVM de surveiller de façon beaucoup plus accrue. Il y a M. Jobidon tantôt, et je ne sais pas si vous voulez répéter, M. Jobidon a effectivement signifié l'idée d'avoir des radars comme étant une option. Nous regardons ce qui peut être fait. Je ne sais pas, il y a Mme Desrosses aussi qui veut intervenir. M. Jobidon, peut-être en complément encore d'informations sur la rue Kerb. Mais sachez, Mme Calmel, que nous regardons et à voir ce qu'on peut faire. Beaucoup de choses ont quand même été faites. Monsieur Jobidon? Excusez-moi, est-ce que je peux prendre la parole avec Monsieur Jobidon? Oui, allez-y. Si c'est possible. Merci. Madame Calmel, on a tous reçu votre courriel et je vous remercie pour de continuer cette pression parce que c'est important. La vitesse n'est pas juste entre Jean Talon à Ogilvie, mais ça va jusqu'au Liège avant que les voitures prennent la rue Kerr pour se rendre au métropolitain. Nous sommes très préoccupés parce que nous avons beaucoup de jeunes familles. Ce n'est pas la première fois que vous faites cette référence à la vitesse, mais il y a aussi beaucoup de constructions qui se passent présentement à l'alentour de nos rues avec un grand projet important de Hydro-Québec qui déplace souvent les voitures et avec la congestion sur Jean Talon, sur Beaumont et Ogilvie, ça est une tendance pour que la frustration égale aussi la vitesse non respectée. La police était informée. Il continue à circuler et donner des contraventions à ceux qui ne respectent pas. On a mis des bollards sur la rue Kerb et malgré ce type d'apaiser la circulation, les gens continuent à circuler vite. J'espère avec le fin de construction, ça va s'améliorer. Par contre, ça a été de 50 à 30 et non de 30 à 50. Madame Fumagalli, je veux juste corriger celle-là. J'ai pas dit ça? Oui, de 30 à 50. Non, on essaie de... Mais je comprends bien, le pensée était de 50 à 30, mais quelquefois, on a tellement des choses en tête qu'on peut renverser les informations. Mais c'est juste à calmer, Madame Calmel, que c'est important pour nous, la sécurité de nos familles, nos résidents. On va continuer à trouver des solutions. Et maintenant, Monsieur Jobidon, si vous avez d'autres moyens qu'on peut encourager nos automobilistes de respecter nos règlements de vitesse, s'il vous plaît, partagez-les avec nous. Merci. Ben, écoutez, vous savez que dans le monde idéal, ce serait que tout le monde roule à la vitesse indiquée sur les prescriptions routières. Malheureusement, surtout dans un quartier résidentiel comme celui-là, ce n'est pas toujours respecté. Comme je le mentionnais tout à l'heure, nous, on va communiquer avec le service de police, en fait, pour vraiment assurer qu'il y ait une présence policière accrue. Idéalement, s'ils sont en mesure d'installer un photoradar, ça pourrait sûrement décourager les automobilistes. C'est sûr que quand on a de la signalisation qui montre qu'il y a un photoradar qui est à proximité, ben, je veux dire, en général, comme automobiliste, on suit davantage les prescriptions routières. C'est sûr que la particularité qu'on a avec la rue Kerb, c'est une rue qui est très large. Et l'enjeu qu'on a, c'est qu'effectivement, oui, il y a des pistes cyclables sur cette rue-là, mais avant que ces pistes cyclables-là deviennent en site propre, je veux dire, ça va sûrement prendre quelques années avant qu'on fasse des travaux majeurs sur Kerb. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et Mme la mairesse en a parlé également, c'est qu'à l'arrondissement, on est sur le point, en fait, de se donner une nouvelle stratégie pour analyser les mesures d'apaisement de la circulation, mais par secteur.
Donc, l'idée, c'est qu'on ne regarderait pas uniquement la rue Kerb, uniquement comme rue, dans le fond, circonscrite entre, par exemple, Beaumont et Jarry, mais on regarderait un secteur beaucoup plus large pour justement venir peut-être jouer avec des sens de rue et pour venir justement décourager les automobilistes qui font du transit dans les rues locales ou de la vitesse pour les décourager, en fait, à utiliser certaines rues. Donc, ces analyses-là, en fait, les membres du conseil, on est en train de discuter avec eux sur justement toute la méthodologie et une nouvelle politique qui pourrait se greffer à ça. Et je vous dirais que d'ici quelques mois, je pense que les élus du conseil vont se positionner rapidement pour qu'on puisse en venir à, je dirais, une analyse beaucoup plus globale des mesures d'apaisement de la circulation que d'y aller ponctuellement rue par rue. Effectivement. Merci, M. Jobidon. Alors... Madame Fumagalli, juste un autre point d'information. Peut-être ça n'a rien à faire avec la rue Kerr, mais la circulation dans le quartier va diminuer considérablement suite aux travaux qui se font présentement au coin de Jean Talon et l'Acadie, grâce à une entente que la Ville-Centre a eue avec le maire de Ville-Mont-Royal, M. Roy, Philippe Roy, de nous permettre de faire cet aménagement avec les nouvelles signalisations qui est en train d'être installées présentement. Là, les voitures en provenant de l'ouest vers l'est seront capables de tourner à gauche sur l'Acadie avec un feu de circulation vert protégé pour permettre cette tournée. Ça va aider beaucoup la circulation surplus qu'on a sur Wiseman parce que c'est le seul autre endroit où nos citoyens peuvent rentrer ou faire un virage à gauche protégé. Alors, ceci dit, ça va aider beaucoup la circulation transit dans le quartier de Parc Extension pour les gens qui veulent juste aller au nord pour aller, je ne sais pas où, là, le 15 ou le 40. Alors, il y a des points qui sont travaillés depuis très longtemps. Des changements sont apportés, mais le travail n'arrête pas. On va trouver des moyens pour responsabiliser les automobilistes dans l'ensemble de notre arrondissement avec les aménagements que nous faisons. Merci. Merci, Mme Desrosses. Donc, alors merci à tous les citoyens et citoyennes qui nous ont envoyé leurs questions. Alors, c'est une façon pour nous d'entendre vos préoccupations et d'y répondre. Alors, nous allons poursuivre maintenant, Madame la greffière, sur les points suivants. Donc, je ne sais pas si mes collègues élus ont membres du conseil ont des questions. Je n'en vois pas. Donc, je propose, appuyé par M. Josué Corville, l'étude de l'article 2001. Madame la greffière. Alors, article 2001, approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert à des fins de parc local de les entreprises étudiantes du Québec, Inc., un terrain vacant situé au 70-56 12e Avenue, dans l'arrondissement, connu et désigné comme étant le lot 2 215 890 du cadastre du Québec, pour le prix de 450 000 plus les taxes applicables. Madame la mairesse, j'aimerais intervenir. Oui, écoutez, c'est vraiment une excellente nouvelle. Quand j'ai été élu il y a 7 ans, j'avais deux gros immeubles qui avaient été incendiés, placardés, qui détonnaient dans le quartier. Il y en a un, on l'a déjà vu dans le passé, là, qui est d'ailleurs qui a été complètement reconstruit au coin de Villeray et Cartier. Donc là, maintenant, c'est pour des logements sociaux. Mais sinon, il y avait aussi une petite maison, une vieille maison qui était 12e Avenue et la rue Guinois, la plus petite rue de mon district. Et ça causait beaucoup de problèmes. Et en essayant de trouver des solutions pour essayer d'éliminer finalement cette espèce de plaie ouverte, je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait aucun parc dans ce coin-là de mon district, alors que c'est quand même extrêmement dense. C'est aussi un secteur qui a été construit aussi des fois plus rapidement que d'autres secteurs, donc c'est très hétéroclite. En tout cas, ce n'est pas tout à fait dans les normes qu'on peut voir un peu ailleurs. Et étant donné que c'était sur un coin de rue, il y avait quand même un très beau potentiel de faire un petit parc dans ce coin-là, un peu comme on les voit là, dans Villeray, là, le parc Le Mans, le parc des Rêves.
évidemment, ce pas des gros parcs, mais qui offrent un accès au quartier parce que entre les intersections Saint-Michel, Bélanger, Jean-Talon et Pineuve, donc dans ce grand quadrilatère-là, où ça peut être difficile là, de traverser ces grands boulevards, ben, il n'y avait aucun parc. Donc, je suis extrêmement heureux que non seulement, là, la maison a été démolie, c'était dans les conditions de l'acte de vente, que ce vieux dossier-là, la maison est incendiée depuis 2013, se règle enfin et se règle avec un nouveau parc pour nos citoyens. C'est extrêmement rare d'être capable de construire un nouveau parc dans un quartier déjà construit. Donc, merci beaucoup au Conseil de m'avoir appuyé dans cette démarche-là un peu folle. Merci. Ça allait de soi, M. Ouellet. Donc, ce point-là. Madame Fumagalli. Et on va passer au Madame point. Fumagalli. Est-ce que c'est en Si je peux intervenir sur ce point, s'il vous plaît. Allez-y, Madame Desrosses. Merci beaucoup. Alors, félicitations à l'arrondissement et félicitations pour le quartier de François Perrault. C'est une excellente nouvelle. Sachez que depuis très longtemps, l'arrondissement travaille pour accueillir, développer des espaces verts. On l'avait fait à Parc Extension avec le Parc Centenaire. Il y aura l'année prochaine le Parc d'Equimoor. Maintenant, ce sera le parc dans François Perrault et on continue. C'est un enjeu que nous avons. On essaie de déminéraliser beaucoup des endroits pour développer des espaces verts dans nos rues, dans les coins, etc. Mais cette acquisition, on le fait ensemble avec fierté pour ajouter encore des espaces verts à l'ensemble de notre arrondissement. Félicitations à nos citoyennes. Merci, Madame Desrosses. Donc, effectivement, je pense que c'est avec la joie au cœur vraiment que tout le monde adopte ce point-ci. Nous allons passer donc au point suivant. Je propose, appuyé par Madame Desrosses, l'étude de l'article 4001. Madame la greffière. Alors, article 4001, approuvé conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, les nouveaux plans visant la modification des plans approuvés par la résolution CA 13-14-0445 pour la construction hors toit complétée au 73-73 boulevard Pineuf. Y a-t-il des commentaires? Alors, c'est adopté. Alors, je propose la Juste pour dire, Madame Fumagalli, je m'excuse, on va très vite là pour aller enlever et ouvrir le son. On a étudié ce dossier au CCU, le plan de cette résolution pour la construction hors toit sur boulevard Pineuf était délibéré avec beaucoup d'attention et il y a eu des commentaires en faveur par l'ensemble des membres de CCU, puis ainsi que notre comité des élus. Alors, on l'adopte aujourd'hui, puis bonne construction. Merci, Madame Desrosses. Donc, le point est adopté. Je propose donc la levée de l'Assemblée et le prochain rendez-vous, donc, sera lundi le 5 octobre prochain et se fera par le biais de, encore, la web diffusion. Alors, merci et bon après-midi. Au revoir. Au revoir, à la prochaine.